D'après une étude réalisée il y a de cela quelques années, 85% des personnes ne sont pas satisfaites de leur emploi. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui se lèvent le matin avec la boule au ventre quand il s'agit d'aller travailler ou simplement qui font des boulots, des métiers qui ne les passionnent pas du tout. Et il y a des chances donc que toi qui regardes cette vidéo, tu fasses partie de ces 85%-là. Tu es donc dans le club des personnes qui pensent peut-être à une reconversion professionnelle. Peut-être même que tu veux changer complètement de métier. Mais comment faire? Comment faire quand on a un revenu qui vient tous les mois, qui permet de pouvoir payer certaines charges? Comment faire quand dans son cœur, il y a quelque chose d'autre qui bat? On a peut-être envie, parce que les parents sont là, de leur faire plaisir, ou alors peut-être que parce que les parents ont payé l'école. On a commencé une carrière et aujourd'hui on se rend compte que ce n'est pas vraiment notre voie, même si ça rapporte de l'argent à la maison, ce n'est pas ça qu'on veut faire, ce n'est pas pour ça qu'on est né. Eh bien, comment on fait pour gérer ce dilemme? Et il se trouve qu'aujourd'hui, je suis avec Linda, une dame très brillante qui est passée par ce gros dilemme-là. Elle est aujourd'hui dans tout ce qui va être architecture d'intérieur, mais à la base, elle a un background mathématique de statisticienne, donc rien à voir entre les deux univers. Elle va nous parler de son parcours, un parcours hyper brillant. Elle a été major de promo à plusieurs reprises dans sa vie et c'est ce qui lui a ouvert les portes de très grosses entreprises, à des postes même de management très tôt. Et pourtant, du jour au lendemain, elle va se sentir plus à sa place dans ce grand groupe dans lequel elle gagnait bien sa vie en management. Et elle va se dire, j'ai envie de faire autre chose complètement. Mais comment on fait cette transition? Comment on fait pour finalement aller vers sa passion? C'est ce qu'on va voir dans cette interview hyper passionnante. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat, de mindset, de business parce que je suis convaincu que c'est grâce à ça que l'on va faire émerger notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Puis deuxièmement, dans la barre de description, je te mets un lien vers un quiz qui va te permettre de savoir si tu gères bien ou pas ton temps. La gestion du temps est une compétence fondamentale pour quiconque veut réussir quoi que ce soit dans la vie. Donc, vas-y, regarde-le, fais-le gratuitement. Et puis, bien évidemment, pour la suite, allons rejoindre Linda. Salut Linda. Salut Philippe. Merci beaucoup de te prêter à l'exercice de l'interview. Est-ce que tu peux déjà juste te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Avec plaisir. Bonjour tout le monde, moi c'est Linda Azoni. Je suis architecte d'intérieur, CEO et fondatrice de l'agence en architecture d'intérieur Concept Linda Déco. Très bien, ok. Moi, ce qui va nous intéresser, parce que tu as un parcours assez atypique, tu te retrouves dans la déco, l'aménagement d'intérieur, enfin, l'architecture d'intérieur. Exactement. Un peu par hasard, puisque ce n'est pas ce que tu es venu étudier en Europe. De toutes les façons, quel parent en Afrique envoie son enfant en Europe pour étudier l'architecture d'intérieur? Ce ne sont pas des métiers qui rapportent de l'argent dans la conception de nos parents. Donc, j'aimerais bien un peu que tu nous racontes un peu ton histoire. Comment tu es devenu entrepreneur un peu malgré toi, finalement, par hasard. Il y a beaucoup de points de similitude aussi dans nos deux histoires. Et je pense que ça va interpeller les gens, finalement, sur le fait qu'il n'est jamais trop tard pour changer de voie, en réalité. Et il faut juste savoir, par contre, comment le faire pour ne pas le faire de manière brutale et tout. Voilà. Donc, tu viens à la base du Cameroun. Exactement. C'est ça. Mais ouais. Le nom que tu as donné, ce n'est pas un nom camerounais. Camerounais. Tu as donné quoi comme nom? Azoni. Azoni, moi j'aurais dit que c'est béninois. Ça vient d'où Azoni? Cameroun. En fait, à la base, c'est Zoni. Ça, c'est le nom de... Là, c'est camerounais, tu vois. Voilà. C'est le nom de mon mari. Mais son père, en fait, voulait que son nom apparaisse en tête de liste pendant le bac. Et donc, c'est pour ça qu'il a mis petite anecdote. Hein. Depuis la naissance? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Exclusivité. Ah, donc il a changé le nom? Ok, très bien. C'est Azoni, donc ses sœurs s'appellent Zoni, mais lui c'est Azoni. Voilà. Très bien, c'est clair maintenant. Ça devient beaucoup plus compréhensible. Voilà. Alors, toi, par contre, parle-nous un tout petit peu de ton parcours. Tu viens d'où et comment tu en arrives aujourd'hui à faire architecture d'intérieur? Alors, moi, je viens du Cameroun, camerounaise à la base, ça c'est clair et net. Et en fait, j'ai commencé mes études au lycée de Tchang. Bon, c'est assez... Pour le Cameroun, j'ai fait plein de choses. Donc, j'ai commencé par Tchang d'abord avec mon père. Ensuite, je suis allée à Douala avec ma mère. Ensuite, Tchang avec mon père. Et enfin, Yaoundé. Donc, bref, c'était assez compliqué niveau famille. Mais bon, c'est ça qui nous rend forts. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.
Donc, j'ai eu le bac au lycée classique de Chang. Après ça, je suis allée à l'université de SOA parce qu'effectivement, après mon bac C, je ne voulais pas faire d'école d'ingénieur, je ne voulais pas non plus faire médecine, alors qu'à la base, c'est ce que je voulais faire. Pourquoi tu voulais faire médecine? Médecine, pourquoi je voulais faire? Parce que c'est un métier pour moi qui est le plus beau métier au monde. Ça, c'est ma conception des choses. Parce que sauver la vie de quelqu'un, soigner des gens, ça n'a pas de prix. Franchement, je trouve que c'est incroyable. On se sent vraiment utile. Et donc, ça nous permet d'avoir une estime de soi incroyable. Mais moi, malheureusement, ce n'était pas une vocation. Et donc, Et comment tu as su que ce n'était pas pour toi? parce que déjà, à la vue du sang, honnêtement, moi j'ai très peur. Quand je vois des blessures bizarres, j'ai peur. Quand je vois l'anatomie humaine, j'ai peur aussi. Donc je me suis dit, absolument pas pour moi. Il faut que je cherche autre chose. C'est drôle parce que petit, je voulais être soit pilote, le truc auquel tous les petits garçons pensent, mais c'est absurde. Pompier. Soit, non, pas pompier. Il n'y a pas les pompiers. Moi, je ne voyais pas de pompiers. Vous voyez les pompiers où au Cameroun? Moi, je ne voyais pas de pompiers pour rêver de pompier. Je voyais des avions. Donc, je pensais à être pilote. Et sinon, je voulais être chirurgien. Je voulais être chirurgien. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai tout de suite éliminé chirurgie. Pareil comme toi, à la vue du sang. Quand il a fallu un jour égorger un coq à la maison, c'est quand tu coupes la tête d'un coq, le sang gicle. Et en plus, ils avaient eu la mauvaise idée de venir mettre le coq vers moi. Dégoût total. Bon, j'aime bien le poulet et le coq, hein, j'ai pas de problème avec ça. Quand c'est dans la marmite. Voilà. Mais quand il fallait le truc, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un rapport assez particulier avec le sang. Voilà. Donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, tu es sûr que tu veux vraiment devenir chirurgien et tu as autant de mal avec le sang. Donc ça a commencé à faire la remise en question dans ma tête, quoi. Donc pour dire que tu n'es pas la seule personne qui s'imaginait médecin et qui, à la vue du sang, s'est rendu compte que c'était pas pour lui. Ah ouais. Et quand tu effaces donc cette vocation, tu te retrouves à faire quoi après? Je me cherche, en toute honnêteté, je me cherche. Et donc, je me dis, allez, je vais explorer l'économie. Parce que moi, j'avais fait les maths au lycée, la physique, je savais ce que c'était, j'ai fait les sciences. Mais l'éco, j'en avais jamais fait. Je me suis dit, allez, allons à SOA, on va voir ce que c'est. Et SOA, pourquoi? Pourquoi je ne suis pas restée à Tchang? Parce que je ne voulais pas rester avec mon père. Je voulais vraiment avoir une déconnexion, c'est-à-dire autonome, vivre dans une résidence universitaire, de ne pas avoir la famille autour, quoi. Je voulais vraiment mon indépendance. Et donc, je suis à la SOA, j'ai fait l'économie, ça m'a beaucoup plu. Tiens, je me suis dit, allez, on continue. Donc, j'ai fait jusqu'en licence 3. Et après, j'ai eu la chance de partir en France pour continuer mes études. Donc, je suis arrivée à l'université de Paris 10. Pareil, j'ai continué en master en économie. Et le truc, c'est que quand je suis arrivée à l'université de Paris 10, j'étais dégoûtée parce qu'ils m'ont fait reprendre la licence 3, alors que je l'avais déjà au Cameroun. J'étais tellement dégoûtée que je me suis dit, je veux leur montrer que voilà, ici au Cameroun, on fait l'école, quoi. Major de promo avec une note, je ne sais plus si j'ai eu 16 ou 17 de moyenne. Même mes profs, ils étaient dépassés. Ils disent, mais qu'est-ce que tu fous ici? J'ai dit, oui, moi-même, je me pose la question, qu'est-ce que je fous ici? Je devais être en master. Et elle dit, ah, d'accord, on comprend pourquoi. Je dis, oui, au Cameroun, on fait l'école aussi, hein, donc il faut arrêter de dire ça, quoi. Et donc, j'arrive en master, pareil, major de promo, et j'ai eu la chance d'avoir un prof, s'il nous voit, Patrice Bertaille, merci beaucoup. Donc, il a cru en moi, il m'a dit, mais Linda, franchement, ta place n'est pas ici à l'université. Il faut que tu vises l'ENSAE. Il faut savoir que l'ENSAE, c'est une école, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Pour rentrer dans cette école, il faut faire 2 ans de prépa. Alors la prépa, pour ceux qui savent ici en France, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que c'est intense, quoi. Quand on sort de prépa, on a préparé une machine, quoi. Et donc, moi, je me suis dit, je ne vais pas reprendre 2 ans de prépa avant d'intégrer une école d'ingé alors que j'ai déjà bac plus 5. Enfin, à un moment donné, non, quoi. Il m'a dit, non, non, non. T'inquiète pas, je vais te faire intégrer l'ENSAE parce qu'il y a aussi une autre possibilité en admission sur titre. Plein de gens ne savent pas que ça existe, hein, parce qu'on peut aussi intégrer l'ENSAE quand on étudie le dossier. Donc, dans ton dossier, si ton dossier est impeccable, si déjà... Il faut que tu aies des recommandations, j'imagine. Et la première condition, c'est que tu sois major de ta promo. Ah ouais, d'accord. Voilà, parce que dans toute la France, en fait, c'est toute la France qui est interrogée. Tout le monde veut aller dans les écoles d'ingé.
Pourquoi? Parce que quand on sort de l'école d'ingé, on a déjà son CDI en fait. On n'est pas traité au même pied d'égalité que les gens qui viennent de la fac. Et donc, tous ceux qui sont dans la fac, ils veulent aller dans les écoles d'ingé. Donc, l'admission de ce titre, première condition, il faut être major de promo. Deuxième condition, il faut avoir un minimum 3 lettres de recommandation des professeurs. Eh bien, moi, j'en ai eu 6. Donc, avec ces 2 conditions, moi, j'avais rempli, mais je n'étais pas sereine parce qu'en fait, il y a combien d'universités en France? On n'en compte même plus, quoi. Et donc, je me suis dit, on cherche 3 personnes à l'ENSAE. Oh là là, autant te dire que mes chances d'intégrer l'ENSAE étaient toutes fines. Et donc, le jour que j'attendais l'actualisation du site de l'INSEE, parce que c'est l'INSEE en fait. L'INSEE, c'est le groupe en fait qui fait l'ENSAE à la base. D'accord. Enfin, l'INSEE, oui, c'est pour l'Institut national de statistique. Exactement, c'est l'INSEE. Donc, on dépend de l'INSEE. Donc, moi, j'étais en train d'actualiser le site de l'INSEE à chaque fois parce que ici en France, quand on donne 1 heure, c'est l'heure. J'actualise et bam, je vois les 2 noms qui sortent. Je vois mon petit nom, Linda Savadé. J'ai même encore la chair de poule quand je parle. Tu as su ça à ce moment-là? Oui. Il n'y a pas eu de... Ah non, il n'y a pas eu de fuite. J'ai su à ce moment-là que j'intégrais l'ENSAE. Et moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas très actif sur les réseaux. Je pense que mon premier post que j'avais fait sur Facebook, j'intègre l'ENSAE tellement j'étais fière. Il faut le préciser, l'ENSAE, c'est une école d'élite. Hein. C'est une école qui forme des statisticiens. Donc, il faut être super, super bon en maths. C'est ça. Les traders, ça forme les actuaires, les data scientists, tellement de métiers qui sont... Les salariés qui ont des gros salaires. Voilà. On peut dire ça comme ça. En fait, c'est l'école qui permet aux gens de se dire que les maths servent à quelque chose, en réalité. Parce qu'il y a toujours cette idée de se dire, je vois beaucoup de gens dire ça maintenant sur Internet. À quoi sert le Pythagore? Enfin, Pythagore, on s'est compris. À quoi sert le théorème de X, Y, Z? Ça ne sert à rien. À quoi sert la trigonométrie? Exactement. Alors, oui, ça ne te sert à rien peut-être parce que tu n'as pas fait l'ENSAE. Si tu avais fait l'ENSAE, tu te rendrais compte que beaucoup d'entreprises se bagarrent en réalité pour avoir des gens qui sortent de ces écoles parce qu'ils ont une très bonne base mathématique. Exactement. Et derrière, par contre, les mathématiques, c'est super important. Tu ne vois peut-être pas où, mais en fait, tu payes les mathématiques tous les jours. Quand tu es assuré quelque part, logement, voiture, tout ce que tu veux, il y a quelqu'un derrière qui fait des calculs en fait. Hein. Trading. Voilà, il calcule pour savoir, si tu es un homme, tu as tel âge, tu dois payer telle somme d'assurance. Voilà. Ben, c'est quelqu'un qui calcule ça. Donc, c'est des gens qui sont super, super importants dans les domaines de la banque, de la finance, du trading. Exactement. On sait tous comment fonctionne le trading. Donc, oui, c'est vraiment des gens qui sont très utiles. Les maths, ça sert à quelque chose. Ça sert, hein. Franchement, les enfants à l'école, hein, ça sert les maths. Les maths, ça sert à quelque chose. Ça sert à gagner des sous aussi. Hein. Ouais. Et donc, toi, tu intègres donc cette prestigieuse école. Il Ouais. n'y a pas beaucoup de, j'imagine, après tu me dirais, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes noires? Alors déjà, de noirs, il n'y en a pas beaucoup. Alors femmes, voilà. Il faut savoir qu'à l'ENSAE, dans ma promo en tout cas, on était combien de noirs? Au départ, on était 2 noirs hein, à la base, hein, sur près de 250 étudiants. Hein, voilà. Promo, ok. Ça, c'est la promo. Donc, tronc commun. Exactement, tronc commun. Et après, au niveau des femmes, on était quoi? Peut-être 10 ou 20% de femmes. Hein. Donc, pour les femmes noires, j'étais la seule en première année, en tout cas, à l'entrée de... à l'entrée de l'école. Et après, il y a une autre qui nous a rejoint, je pense c'était à la 2e année. Il y a une noire qui est aussi arrivée, mais il faut se dire qu'on se compte. Hein. On se maîtrise. Alors, quoi. juste pour comprendre le cycle de l'ENSAE, c'est combien d'années une fois que tu intègres comme ça? Ah, après 2 ans de prépa, c'est 3 ans. Donc, voilà. toi, ils t'ont pris au niveau prépa, ils t'ont fait faire 3 ans ou toi, ils t'ont pris au niveau licence? Comment ils m'ont pris, vraiment, j'ai fait les 3 ans. Okay, j'ai fait la 3 première ans. année, la 2e année et la dernière année. année. La dernière année, c'est vraiment la spécialisation, quoi. Et donc, je veux faire une parenthèse ici, oui, excuse-moi, qui est sûr. très importante, c'est que on est nombreux à se plaindre du fait que les Noirs en France sont souvent, et pas qu'en France, dans la diaspora, sont souvent relégués à des fonctions pas très réalisantes. Voilà. Ménage, ou même dans les sociétés, à des postes pas très importants. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, toi tu étais manager par la suite. Mais il faut aussi qu'on se dise la vérité. Si les Noirs sont bien souvent à certains postes, c'est aussi parce que les Noirs n'intègrent pas certains milieux. Il faut qu'on se le dise. C'est vrai. Elle fait une école prestigieuse. Bon, moi, j'ai toujours été choqué par ça. J'ai un de mes petits qui a fait Polytechnique, il est sorti maintenant. Mais pareil comme toi, il a fait les maths au Cameroun, et il est arrivé ici. Et heureusement que son grand frère lui a dit à un moment donné, mais tu sais quoi, tu t'ennuies à la fac, tu es major de ta promo, postule pour Polytechnique et les grandes écoles. Donc lui, il n'a pas fait prépa, pareil comme toi. Par contre, il avait un dossier béton avec des notes énormes et il a postulé pour Polytech, pour les mines, Centrale, toutes ces écoles l'ont accepté. Il a choisi. Bah oui, c'est number one. Attends, moi, on reconnaît. Hein. Oui,
Oui, il a intégré Polytech. Ah oui. Il est diplômé maintenant de Polytech. D'ailleurs, peut-être que je vais faire une interview avec lui pour parler de cette Ah, mais thématique. Parce qu'il faut trop que les jeunes comprennent qu'on peut intégrer ces écoles-là. Exactement. En admission sur type. Parce Bien qu'ils sûr. pensent que Oui, vraiment, il il faut n'y a juste que faire la prépa. Non. Le dossier doit être béton. Il avait un dossier béton, il a intégré Polytech. Et ce qui est intéressant avec son cursus, c'est que il m'a dit que Philippe, dans toute ma promo de 500, parce que du coup, ils étaient 500, à Polytech, ils sont 500 par promo, de 500 futurs ingénieurs, il y avait 2 Noirs. Ah bah 2 Noirs, 2 Camerounais. Camerounais. C'était des Camerounais. C'est incroyable. J'ai oublié de te préciser. 2 Noirs. Attends, la fille aussi, c'était une C'était Camerounaise. Camerounaise. Voilà. Donc, mais c'est pas assez. Je suis d'accord. C'est ridicule. C'est clairement pas assez. Et ce qui m'embête, moi, c'est qu'en fait, et ça c'est le truc qui me gêne beaucoup, c'est que moi j'ai fait une bonne école d'ingénieur, on est dans le top 15 des meilleures écoles d'ingénieurs en France, mais j'estime que des gars qui viennent du Cameroun, du Sénégal, du Bénin, qui sont majors nationaux, franchement, viennent pour faire ce type d'école. Bah oui. Et pourtant, j'estime qu'ils ont le potentiel pour entrer à Polytechnique. Non mais trop. C'est-à-dire qu'on a un gros problème d'orientation. Et de connaissances aussi, de communication. Oui. Je trouve qu'on ne communique pas assez. Et on a des gens qui viennent en Ils France, gardent les infos. qui ont un potentiel énorme en France, aux États-Unis, partout, et qui font des écoles parfois moyennes, puis il y en a même certains qui vont faire la fac. Mais parce qu'ils n'ont pas l'info, Ils ne Philippe. savent pas. Parce Ils savent pas. qu'on n'a pas l'info, quoi. C'est terrible. Parce que moi-même, je ne savais pas. C'est mon professeur Patrice Bertaille. Vraiment, je lui dis merci. Parce que c'est grâce à lui que j'ai fait l'ENSAI. Je savais que l'ENSAI existait. Parce que mon cousin aussi l'a fait, l'ICA du Cameroun. Mais moi, je savais qu'en France, pour intégrer l'ENSAI, il fallait faire 2 ans de prépa. Tu ne savais pas qu'il y avait une possibilité. Je ne savais pas mais c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. titre. Et pourtant, tu as des Africains qui cartonnent en maths à la fac. Ils ont des résultats monstrueux. Et après, ils vont faire Master 1 mathématiques, Master 2 mathématiques. Ils gâchent le talent. Alors qu'ils peuvent intégrer Polytech, l'ENSAE même, ou d'autres écoles de précision. Oui. Les amis, et c'est super important qu'on comprenne ça. Je tenais aussi à faire cette interview avec elle pour que vous vous rendiez, parce qu'on va parler de la suite de son parcours, comment elle a fait pour être derrière manager dans une très grosse boîte. Mais l'idée, c'est de se rendre compte que on ne peut pas se plaindre de ne pas appartenir à certaines sphères, considérer que c'est de la discrimination alors qu'on n'était pas à la ligne de départ. Exactement. Si on se rend compte que la plupart des personnes qui intègrent telle administration ou tel autre type d'administration, ce sont des gens qui ont fait certaines écoles prestigieuses, mais il faut qu'on aille frapper aux portes de ces écoles. Mais on est où là? Bien sûr. Et ce qu'on n'est aille pas le frapper aux piston. portes. Bien sûr que non. Moi, j'ai bien précisé, ce n'est pas le piston. Il faut avoir un dossier béton. Quand on est major d'une promo, c'est bon, parce que les professeurs, quand on est major d'une promo, les professeurs vont forcément suivre. Bien sûr. Ton nom est toujours en tête de liste. Tu demandes les recommandations, on te donne tout de suite. Donc, ce n'est même pas ça le souci. Le souci, c'est d'être major, d'avoir un dossier béton. Et c'est bon. Ouais. Le reste se fait. Alors, si tu es deuxième de promo, on ne te dit pas que tu ne vas pas être pris. Tu peux ne pas être pris à l'ENSAE, mais tu peux être pris dans une très grosse autre école. Parce que du coup, il ne faut pas, parce que de toute façon, dans toute promo, il n'y a qu'un seul major. Donc, on peut être deuxième, troisième. À partir du moment où tu fais bien tes études, que tu es sérieux dedans, de toutes les façons, tente ta chance. Parce que parfois, certaines de ces écoles même vont prendre quelqu'un, pas parce qu'il est majeur, mais parce qu'il a un profil atypique. Exactement. Parce que c'est aussi ce que ces écoles veulent mettre en avant. Elles veulent des différences. Voilà, on veut des différences, surtout en Amérique. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin que tu. Alors, il faut que tu aies un minimum, il faut que tu aies une certaine base. C'est ça. Pour que quand tu viennes à l'école, tu ne sois pas perdu. Que tu puisses sortir quand même de l'école. Dans cette école, quand on te prend, il faut que tu réussisses à la fin. Mais derrière, ton parcours peut intéresser. C'est-à-dire que toi, tu es peut-être, je sais pas moi, tu viens de tel milieu, tu es passé par telle chose, tu as peut-être tel cursus à la base. Et ils demandent ça dans le dossier. Et voilà, qu'est-ce qui fait que tu... D'où est-ce qu'on vient, l'aide de motivation, on vient de quel pays, la famille. Et peut-être que tu vas te rendre compte qu'entre toi et un autre major en France, c'est peut-être ton passé qui a fait qu'on se dise que... On sait pas. Mais bien sûr, beaucoup d'éléments ont fait que tu sois là. Dans tous les cas, tu intègres l'ENSAE. Exactement. Et tu te retrouves dans ton élément à refaire des maths, physique, statistiques surtout. C'est ça. Et tu finis par sortir de l'ENSAE pour faire quoi derrière? Alors, je finis par sortir de l'ENSAE pour faire l'actuariat. En fait, en dernière année, on a le choix. On sort déjà ingénieur statisticien économiste, ça c'est sûr. Ça, c'est le statut que tout le monde a. Maintenant, il y a des spécialisations. Soit tu fais le trader, soit tu deviens un trader, soit tu fais actuariat, soit tu fais data scientist. Moi, j'ai choisi l'actuariat parce que c'est encore un métier qui n'est pas très porteur. Il faut savoir qu'en France, on ne forme pas beaucoup d'actuaires. À peu près, c'est quoi, aux alentours de 200-300 par an, tu te rends compte, dans toute la France. Or, les entreprises, elles demandent presque 500 ou 600 actuaires. Tu te rends compte que... Donc, il y a une grosse demande. Un actuaire qui chôme, c'est qu'il y a un problème. Franchement, quand quelqu'un me dit que je suis actuaire et chôme, ici en France,
J'ai dit, il y a un problème. Mais tu sais ce qui est drôle avec cette histoire d'actuaire, parce que peut-être que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'actuariat. Tu vas peut-être expliquer. Mais la première fois que j'ai entendu parler du mot, moi j'ai fait un bac mathématique, comme toi au Cameroun. La première fois que j'ai entendu parler du mot actuaire, j'étais en bac plus 2. Oh là là, je ne savais même pas que ce métier existait. C'est vrai. Parce que, et tu te rends compte que beaucoup de gens ne savent pas. Moi, je pense que l'actuariat, c'est l'un des métiers qui est inconnu du grand public. Les gens ne savent pas du tout qui sont les actuaires, combien ils gagnent. Et puis, c'est l'un des métiers les mieux rémunérés je peux t'en parler, de France, dans tous les pays au monde. Les actuaires sont parmi les mieux rémunérés. Donc, c'est quoi l'actuariat? Alors, l'actuariat, c'est la gestion des risques. Ouais. C'est-à-dire la gestion des risques en assurance. Donc, pour faire rapide, c'est ceux qui font, par exemple, ça c'est une petite partie de notre métier, hein, qui font la tarification. Tu parlais par exemple de le loto. Comment est-ce qu'on fait pour tarifer le prix en fait que chacun doit payer pour pouvoir être couvert derrière lorsque le pépin arrive? Et bien du coup, ce sont les actuaires qui font ce calcul-là. Par exemple, même pour la santé, la complémentaire santé, si tu es couvert, généralement on te demande un montant à la fin du mois que tu dois payer pour pouvoir avoir des garanties en face. Et bien ce sont les actuaires qui font aussi ça. Donc les actuaires en fait, ils font plein de choses, mais ce qu'il faut résumer, c'est que c'est la gestion des risques. En fait, ils gèrent du risque, donc ils vont forcément travailler en banque. En assurance. Quand une banque veut te prêter un crédit, je veux dire, ils travaillent partout là où il y a du risque. Voilà. Même avec des hôpitaux, ils travaillent partout. Bien sûr. Partout là où il y a du risque. Exactement. Avec la sécurité routière, bref, partout là où on gère du risque. Partout. L'actuariat vraiment est un peu partout dans tous les métiers. Et en plus, c'est super bien payé. En plus d'être embauché directement à la sortie des écoles. C'est-à-dire, comme je disais, il y a une pénurie d'actuaires. Si les gens ne savent pas, en France, c'est 200 à 300 actuaires qu'on forme dans toute la France parce qu'il n'y a pas toutes les écoles qui forment ça. Et quand tu sors de là, tu dois faire partie d'un ordre, l'Institut des actuaires. Voilà, parce que si tu ne fais pas partie de ça, ben, du coup, tu n'es pas considéré comme actuaire, autre que d'autres métiers, on verra avec l'architecture d'intérieur. Et ensuite, une fois que tu es dans cet ordre-là, mais mon gars, tu travailles tout de suite, quoi. C'est-à-dire, même avant de sortir de l'école, tu as déjà ton job, en fait. Et il faut savoir que, ça je le dis, quand on est embauché en tant qu'actuaire, il faut compter à peu près entre 40 000 et 45 000 euros par an à l'embauche. À l'embauche. Ça, c'est le salaire que des cadres touchent après 5 ans et parfois même 10 ans. Je te dis, et encore, j'ai les gens de ma promo, premier contrat, ils ont touché 50 000. Donc, entre 40 et 50 000 euros par an. Ça, c'est ce que touche un actuaire. Sortie d'école. Voilà. Sortie d'école, il faut préciser. Sortie d'école. Donc, si vous ne savez pas quoi faire après le bac, actuariat. Et que vous êtes bon en maths, parce que c'est la base, vous êtes bon en maths, pensez à l'actuariat. Exactement. Très, très bien. Et donc, du coup, toi, tu intègres quelle boîte? J'intègre AXA. Le fameux grand groupe que tout le monde connaît, le groupe d'assurance. Moi, je visais AXA. Hein. Quitte à travailler, je voulais bosser justement pour le meilleur, quoi. Enfin, le gros, quoi. Voilà. Et donc, j'intègre AXA juste après l'école. Je fais donc 2 ans avec un chef qui m'a recruté parce que voilà, il est aussi très très franc, moi aussi pareil, donc l'entretien s'est hyper bien passé. J'ai senti qu'avec ce monsieur-là, je pouvais aller loin, que je pouvais travailler pour lui. Et donc je fais 2 ans dans son équipe et après je lui explique, écoute Guillaume, moi je sens que j'ai un peu fait le tour quoi. 2 ans après. Il y a des gens dans l'équipe qui ont déjà fait 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est leur problème. La petite Linda qui arrive. Guillaume, j'ai déjà fait 2 ans, j'ai fait le tour. Soit je move, soit voilà, je prends des postes à responsabilité parce que je me sens capable de pouvoir manager des équipes. Il me regarde. Et il dit, mais Linda, ça ne me surprend même pas. Parce que quand je t'ai embauché pendant l'entretien, je savais que tu étais une fille comme ça. Il dit, moi je ne mens pas. Il te dit tout de suite. Hein. Il dit, ok, je prends note. Et donc, voilà, je continue à travailler et bim, il y a un poste qui se libère. Moi-même, je ne m'y attendais pas. Hein. C'était peut-être 1 mois après mon entretien avec lui. Donc, il me prend en one-to-one. Il me dit, écoute, il y a un poste de manager qui se libère, mais ce n'est pas dans ton équipe parce qu'il faut savoir que j'étais en tarification. Et le poste qui se libérait, c'est vraiment sur, une fois qu'on a fait les tarifs, est-ce que le contrat est bénéficiaire ou déficitaire? Ce sont ces gens-là qui répondaient à cette question-là. Donc, ce métier-là, je ne l'avais jamais fait. Donc, il me propose un poste de manager sur un poste que je ne connais pas et d'encadrer des équipes que je n'ai jamais fait, quoi. J'ai dit, OK, double challenge, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit tout de suite, je suis la femme qu'il te faut. Direct, attends, on te propose une opportunité comme ça, Philippe, tu es noir, ça fait 2 ans que tu bosses, tu es là, tu vas dire non? Bien sûr. Attends, je veux mouiller le maillot, quoi. S'il faut rentrer à 1h, 2h du matin, je suis la femme qu'il te faut. Allons-y, quoi. Il dit, je n'attendais pas moins de toi. Hein. Et bim, le contrat s'est fait comme ça. J'ai été promu manager. Et il faut savoir que même quand tu es dans une boîte, on te propose un poste de manager. Ce n'est pas tout de suite que tu vas être confirmé.
tu as une période d'essai. Bien sûr. Alors que je suis bien en CDI, hein, tu as une période d'essai. Oui, sur le poste, bien sûr. Bah oui, tu as une période d'essai de 6 mois. C'est-à-dire que si au bout de 6 mois, tu ne convaincs pas, eh ben, tu repars sur ton autre poste. Oh la loose, mon Dieu. Ah ben moi, j'ai mouillé le maillot. Hein. C'est-à-dire que même mes équipes, en fait, c'est-à-dire les 5 personnes que j'allais manager, c'est normal. Je suis jeune, je viens de sortir d'école, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils sont sur le métier. Ils m'ont dit, mais honnêtement, Linda, parce qu'ils ne parlaient pas. Moi, j'ai fait un point one-to-one avec chacun parce que je sentais qu'effectivement, c'est un truc qui pouvait poser problème. J'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu penses du coup de ma nomination? Enfin, comme je suis là, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, parlons peu, parlons vrai. Il me dit, il ne veut pas parler, il ne veut pas parler. Tu sais, il faut souvent aller creuser pour chercher. Aller chercher, quoi. Ah oui, je cherche. Il dit, c'est pas un problème si tu penses que ce n'est pas bien. Il me dit, oui. Moi, personnellement, je pense que voilà, tu ne connais pas encore le métier. Comment est-ce que tu vas nous manager? J'ai des doutes. J'ai dit, ce n'est pas un problème. C'est normal que tu puisses avoir des doutes. Moi-même aussi, j'ai quelques petits doutes. Mais t'inquiète pas, on va avancer ensemble. Je vais t'apporter des choses, tu vas m'apporter des choses et on va avancer ensemble. Franchement, on a avancé ensemble pendant 3 mois. 3 mois après, je fais le point. J'ai dit, alors, qu'est-ce que tu me dis? Il dit, Linda, vraiment génial, quoi. C'est-à-dire que tu entrais dans les dossiers, tu nous défends à 100%. Vraiment, on sent que tu es quelqu'un qui porte les autres, quoi. C'est-à-dire, tu ne penses pas qu'à ta gueule, tu nous défends, tu nous donnes même des augmentations parce que c'était presque sur la période des augmentations. J'ai défendu mon équipe corps et âme, quoi. J'ai donné des notes qu'ils n'avaient jamais eues avant, quoi. Parce que je disais que c'était injuste. Quelqu'un qui est aussi brillant, pourquoi est-ce que s'il ne demande pas, on ne lui donne pas? Moi, j'ai dit non, je vais être le porte-parole de mes collaborateurs, quoi. C'est comme ça qu'au bout de 4 mois, Philippe, on m'a confirmé comme manager. Alors que c'était 6 mois la période d'essai. Hein. Franchement, c'était une expérience, quoi. Et donc, j'ai fait ce poste-là, j'ai occupé ce poste-là pendant 5 ans. Vraiment, mon équipe au top. Hein. Ils m'ont toujours soutenue. Je suis tombée enceinte, j'ai fait 1 an, je ne suis pas venue, mais ils étaient toujours avec moi. Je reviens, ils sont toujours là. Et même AXA a été génial, franchement. On a absolument confiance en moi. Mais... Et qu'est-ce qui fait que justement, tu es dans une boîte où tout le monde te fait confiance, tu es manager, tes équipes t'aiment bien, tu as la liberté que tu veux. Et puis un jour, tu décides de te dire... je suis finalement à une place que tellement de personnes rêveraient avoir, parce que du coup la rémunération va aussi avec. Ah oui. Bah oui, bien sûr. Ah oui. Comment tu fais pour te dire, je vais laisser tomber tout ça pour aller faire des histoires de décoration? Ah Philippe. Oh là 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 là. Déjà tu vas te faire lâcher. Oh là 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 là. Non mais je t'assure que c'était compliqué. Hein. C'était compliqué. Parce que franchement, tu as un bon job. Tu es respecté, ton équipe elle est top. Alors effectivement, qu'est-ce qui me pousse à laisser tomber l'actuariat? Faut savoir que ça a été une décision vraiment compliquée. Hein, parce que même pour moi, j'avais un salaire qui tombe à la fin du mois, j'ai un métier que je maîtrise, j'ai une équipe que j'aime bien. Mais je sentais que je ne touchais pas le client final. Je ne voyais pas en quoi mon travail apportait quelque chose à quelqu'un. Je ne voyais pas comment ça pouvait changer la vie de quelqu'un ou donner du sourire à quelqu'un tout simplement en fait. Quelle est l'utilité que je retire à travailler? Tu ne voyais pas ton impact en fait. Exactement. Moi, je veux être quelqu'un d'impactant. C'est-à-dire que je vois tout de suite le changement que j'apporte dans la vie de quelqu'un. Je me suis dit à un moment donné, il faut que je pense à autre chose. À côté de ça, la décoration d'intérieur, c'est quelque chose que je faisais instinctivement déjà. Donc moi, quand je fais ça, je ne vois même pas l'heure passer, j'adore, je trouve ça génial, mais je ne m'étais jamais dit que j'allais gagner de l'argent avec ça. Et je me suis dit avec mon mari, mais qu'est-ce que tu en penses quoi? Et lui aussi au début, il a dit, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et c'est après que j'explique et tout, il me dit, mais vraiment, vas-y chérie, fonce. Fonce, franchement, on va voir comment gérer les finances et tout ça, mais vraiment, si tu ne te lances pas, ça ne va pas aller. Parce qu'il voyait comment je n'étais pas bien. Il voyait comment je galérais un peu au niveau de ma tête, au niveau de tout ce que je faisais, comment je galérais pour aller au travail, c'est-à-dire que je n'avais plus la motivation, quoi. Il s'est dit, mais vraiment, ça va se ressentir même dans notre vie de couple, même avec les enfants. Il m'a dit, fonce. C'est comme ça que, voilà, Tu sais que il faut pouvoir aussi, alors tu ne l'as pas dit, mais je crois qu'il faut rendre hommage à ton mari, ah oui. parce que beaucoup de gens sont dans ton cas de figure, beaucoup de gens. Je crois qu'il y a eu une étude qui avait dit que pratiquement 85% des personnes qui travaillent dans les entreprises ne sont pas satisfaites du fait que donc l'ultra majorité des gens en réalité veulent changer. Mais je crois qu'ils sont bloqués par ça. C'est ça. Bloqués par le fait de oui mais si j'arrête maintenant,
les charges à la fin du mois. Oui. Ceci, cela. Comment je gère ça? Et puis maintenant, il y a les enfants, les obligations. Et puis il y a maintenant une nouvelle catégorie d'hommes, là, parce que moi j'estime que c'est une nouvelle catégorie d'hommes qui sont en mode, quand je ramène A, madame doit ramener B. Ouais. Et si pour X, Y, Z, madame ne ramène pas B, ça devient un problème. Ouais. Et moi je trouve que c'est bien de pouvoir Avoir un partenaire. avoir un vrai partenaire comme ça qui finalement comprend que c'est une aventure. C'est ça. Elle veut tester quelque chose. Mais au final, c'est quoi la finalité? Est-ce que c'est avoir de l'argent ou c'est être heureux, c'est être épanoui ensemble? Et être prête à finalement accepter ce qui peut paraître être un sacrifice. Parce qu'au final, on le dit comme ça, mais de l'autre point de vue, c'est très facile. Hein. Les hommes changent très souvent de carrière, ils démissionnent. Et Et c'est ça, les femmes ne posent pas de problème avec Mais ça. oui, c'est Mais ça. quand ce sont les femmes qui sont en mode, là par contre, il faut philosopher, il faut réfléchir, mais pourquoi et parfois, même c'est certains très hommes vrai. mettent leur veto ou refusent. Et ça crée bien évidemment des ambiances calamiteuses. Donc je pense que ton mari a vraiment bien assuré et bien géré ce coup-là. Et je suis là à le préciser. Oui, franchement, il m'a encouragée, il m'a dit go, chérie, go, go, go. Et justement, c'est hyper important parce que quand on se lance au départ, c'est tellement difficile que si on n'a pas l'appui de notre partenaire de vie, de notre conjoint, de notre mari, c'est compliqué. Et lui, il m'a soulagée avec ça, il m'a dit je suis à fond, à 100%, même les enfants sont derrière toi, go, 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 go. Et c'est comme ça justement que je me lance, quoi. Parce que je faisais ça au niveau pas très professionnel. Comment c'est accueilli dans ta famille? Parce que là, ton mari est OK. Mais disons-nous la vérité. Il y a des parents au pays qui ont misé sur leur fille, qui reçoivent, j'imagine, de temps en temps des Western Union de leur fille. Ils savent qu'elle bosse chez AXA, grande boîte. Ils ont dit à tout le quartier que notre fille travaille chez AXA. Et maintenant, elle vient dire qu'elle va laisser tomber tout ça. Comment ça se passe? Oui, c'est vrai que moi j'ai perdu mes parents tôt. Enfin, mon père et ma mère ils sont décédés. Ma mère c'était quelqu'un de battant et je suis sûre et certaine que si elle vivait encore, elle allait me motiver. Parce que j'ai pris ce côté-là de ma maman parce qu'elle est battante, elle était battante. C'est-à-dire qu'elle s'est faite elle-même, elle a vendu des vêtements au marché central, hein, la friperie, et moi j'allais les week-ends avec mes sœurs l'aider justement. Hein. Donc même ma tchatche que j'ai pour convaincre les clients, je l'ai eu aussi grâce au marché central. Hein. C'est pas juste à l'école que j'ai appris des choses, mais aussi avec ma maman, j'ai appris plein de choses. Après, pour le reste de la famille, ben, ils voient peut-être aussi leur intérêt en fait. Donc en soi, moi, je me suis dit, je ne pense pas que ceux qui me disent que je suis en train de faire n'importe quoi pensent à mon intérêt, moi, à ce qu'il y a dans ma tête. Est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien? Ils pensent peut-être qu'à ce que je veux leur donner. Moi, j'ai eu heureusement ce recul nécessaire pour me dire, non, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un a envie que j'évolue, il va penser à ce qui est dans ma tête. Est-ce qu'elle est bien dans ce qu'elle fait? Si la réponse est oui, il va m'encourager. Ben, mon mari, clairement, c'est l'exemple type. Il me voit vivre, il voit que c'est quelque chose qui me plaît. Ben, il me dit, vas-y, si quelqu'un me décourage, c'est que voilà, il ne voit pas ça en fait, il ne sait pas qui je suis. Donc moi, je n'ai pas du tout pris ça en compte. Et on m'a dit, écoute, ce que tu es en train de faire, c'est n'importe quoi, la décoration d'intérieur, les gens ont faim au Cameroun, ils n'ont pas l'argent pour se lancer là-dedans, tu vas te casser la figure dans ça. Je me suis dit, laissez, je me casse la figure, je vais me relever. C'est pas grave, mais il faut que je teste d'abord. Et maintenant que tu es entré dans ce secteur-là, est-ce que tu te sens plus épanoui? Est-ce que finalement il y a une vraie différence? Oh, largement. Largement, en fait. Ce qui est sûr que financièrement, je ne suis pas encore au niveau d'AXA, mais le bien-être, c'est-à-dire l'estime de soi, c'est waouh, quoi. C'est monté en flèche. En flèche, le capital confiance en soi est devenu comme ça. Avant, c'était comme ça. Là, enfin, je ne sais même pas comment dire quoi. Je me sens capable d'aller faire plein de choses. J'ai tellement de projets dans la tête que mon mari me dit « Mais tu as des projets à la minute, tu dors quand toi ?» Tu dors quand? Le matin, je me lève, j'ai un autre projet. Il me dit, mais chérie, tu es sûre qu'on va y arriver? Tu es sûre qu'on va faire tout ça? À un moment, il faut que je laisse même tout, je t'aide, quoi. Parce que ça a développé plein de choses dans ma tête. Et j'ai tellement de projets, Philippe. Il faut juste que Dieu m'accorde la santé, la motivation pour faire tout ça, quoi. Quelque chose que je ne voyais pas chez AXA. Et surtout, avec les projets que j'ai, je pense à l'Afrique. Alors qu'avant, je ne pensais pas à l'Afrique, je bossais pour AXA, j'avais mes sous. Mais qu'est-ce que j'allais apporter en fait à l'Afrique avec ça? Ben rien en fait. Alors qu'aujourd'hui, avec ce métier, mais j'ai tellement de projets pour l'Afrique en termes de formation, en termes même de revoir aussi les constructions au pays, parce qu'il y a des choses qui sont tellement aberrantes. Et après, qu'est-ce qui est aberrant? Parce que je voulais qu'on parle un peu de ça. Toi qui es architecte d'intérieur, qu'est-ce que tu vois? Parce qu'aujourd'hui, tu es au Cameroun, tu es en Côte d'Ivoire, tu vas aller peut-être au Gabon. Oui. Qu'est-ce que tu vois d'aberrant? Parce que moi
Je vois beaucoup de choses. Mais... Alors, attends, je vais te dire quelque chose qui m'a choqué. Les salles de bain, déjà. Tu sais, quand tu vas... Le carreau blanc, là, wow, de l'hôpital. Attends, Philippe, quand tu es au Cameroun et que tu demandes à l'eau de toilette dans la maison de quelqu'un. C'est compliqué. Oh, moi j'évite quoi. C'est-à-dire que je sers jusqu'à ce que j'arrive chez moi. Non, mais absolument pas. Mais c'est catastrophique. Oh là là, tu arrives dans une salle de bain comme ça, déjà, ou une salle d'eau. Tu vois la colonne de douche. Mais la colonne de douche est au milieu de nulle part. C'est-à-dire quand tu prends ta douche, personne ne peut plus rien faire. C'est-à-dire l'eau est partout, sur le pot, sur le machin, rien. Cabine de douche, on ne connaît pas. On me dit, Linda, c'est cher. C'est faux. On n'est pas obligé de prendre des cabines de douche luxueuses. On peut juste mettre des cloisons, en fait. Même un petit mur aussi. Un mur que tu carrelles. Que tu carrelles tout simplement. C'est la même chose que le mur que tu es en train de mettre dehors. Et tu fais un mur fin. Et après, tu mets juste une... Un rideau de douche, oui. Ou une porte. Oui. Qu'est-ce qui est cher, en fait? Donc, c'est juste parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ont les standards du Cameroun. Ils te disent que c'est comme ça que ça se passe ici. C'est toujours comme ça. Apprendre à aller ici. Oh, mais je déteste ça. C'est toujours comme ça. Qui a dit que c'est toujours comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer les choses? Donc, quand je pose une question à quelqu'un, il me dit c'est toujours comme ça, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Donc, je ne discute pas avec toi. Mais ce que je te demande de faire et on avance. Autre chose encore, salle de bain toujours. Quand tu arrives, tu vois la fenêtre, elle est comme ça. Moi, j'appelle ça les fenêtres de prison. Mais oui, elle est toute petite, il n'y a pas d'aération. C'est une pièce qui est humide. Et pourtant, il y a de l'espace. Mais pourquoi une fenêtre aussi petite? Ils me disent non, c'est pour le vis-à-vis. Ah oui, donc on ne peut. Donc, c'est-à-dire que si on met une fenêtre où on flotte comme ça, on va toujours te voir. Ou on met une fenêtre qu'on ferme, qu'on se lave et après on ouvre pour aérer, ça c'est problématique. Donc, mais des raisons qui n'ont rien à voir, quoi. Mettez-moi des grandes fenêtres. Déjà, il n'y a pas d'aération. Déjà, ici en Europe, on met des aérations. Mais en Afrique, je suis désolée, il n'y a pas d'aération. Comment alors cette pièce, on aère cette pièce avec cette petite fenêtre-là? Mets-moi des grandes fenêtres à ce moment-là. À moi, c'est quelque chose. En plus, c'est une pièce d'eau. Mais. En plus. Aberrant, s'il te plaît. Ah, mais moi, ça m'insupporte. Ah oui. Dans une chambre, pourquoi est-ce qu'on ne met pas de rangement? Pourquoi on ne met pas de rangement? C'est-à-dire que tu entres dans une chambre. Ok, tu vas mettre tes choses au sol, dans la valise et tout ça. Même dans un appartement meublé, tu te demandes pourquoi ils ne te mettent pas des rangements. Pourquoi en fait? Non mais c'est terrible. Et pourtant, il y a du bois sur place. Il y a du bois sur place. Autre chose encore, dans les cuisines, les femmes vont se retrouver quand ils mettent des meubles hauts. Tu sais, il y a une crédence. La crédence, en fait, c'est l'espace entre les meubles du bas et les meubles du haut. Donc, le gars, il te met les meubles du haut tellement haut que quelqu'un est dans sa cuisine, Philippe. Il doit mettre un tabouret pour monter. Ouais. Donc, toi, tu es dans ta cuisine, tu souffres encore alors que tu as fait venir quelqu'un pour qu'il fasse ça sur mesure. Qui pense ça pour toi? Non. Et moi, quand j'ai posé la question justement dans un immeuble que je suis en train de refaire à Yaoundé, il me dit oui, je vais mettre ça à 65 cm. Je dis mais pourquoi en fait? Il dit non, parce que les carreaux font 65 cm. Je dis mais qui te dit que je vais mettre ces carreaux-là? Et même cette cuisine-là, est-ce qu'elle est faite par rapport aux carreaux? Elle est faite par rapport à la dame qui va vivre là-dedans. Donc, la question que tu devais me poser, combien mesure cette dame en fait pour savoir à quel niveau je dois mettre la crédence? Pour moi, c'est tellement logique. Et mais non, il me regarde comme ça. Il dit c'est vrai. Je dis c'est logique quoi. Donc mets-moi ça à 40 parce que la dame elle est toute petite et elle a besoin justement de ranger les choses dans les placards. Il faut pas qu'elle se fasse mal dans sa propre cuisine. Et après tout ce qui est en haut, elle va positionner juste les choses qu'elle n'utilise pas tout le temps en fait. Donc tu vois, il y a cette petite réflexion là qu'on doit forcément prendre en compte quand on conçoit quelque chose pour un client. On conçoit quelque chose pour un client, c'est personnaliser. Tout à fait. Personnaliser la déco. Ça, c'est clair et net. Et on pense au beau bien après. Hein. Le beau, c'est quelque chose que tu vois bien après parce qu'au départ, tu dois gérer la fonctionnalité. Tout à fait. C'est ça, en fait, qu'on fait. L'esthétique, c'est plus tard. Plus tard. Vraiment très tard. Moi j'ai deux questions pour toi parce que du coup, c'est très plaisant de parler avec toi. Le temps nous presse. Deux questions pour toi que je constate aussi dans le domaine de l'architecture d'intérieur. D'accord. Même pas que, mais de manière générale. Hein. Le niveau des artisans, je trouve que c'est très grave. C'est-à-dire que j'ai déjà fait plusieurs vidéos ici pour expliquer ça. Plutôt que d'essayer d'aller, je ne sais pas trop moi, faire quoi, pourquoi on n'a pas des écoles qui forment de bons menuisiers, qui forment de bons plombiers, qui forment de bons électriciens? Parce que quand tu vois ce que ces gens-là font dans des maisons, c'est catastrophique. C'est-à-dire que les gens sont en danger dans des maisons. Et ça, est-ce que je dis là est vrai? Partout. Partout là où je voyage, je vois les mêmes aberrations. C'est-à-dire, quelqu'un va mettre 300 millions, 400 millions pour construire un immeuble, 600 000 euros pour construire un immeuble. Et les gens semblent ne pas avoir conscience que
le truc qui va faire que son immeuble a une certaine valeur, ce sont les finitions. Si les finitions sont mal faites, tu peux mettre autant de béton que tu veux, tu peux mettre les carreaux le plus cher au monde, ce sera moche. C'est clair. Déjà que j'estime qu'on a un problème au niveau des architectes parce que les architectes d'extérieur, la plupart des maisons qui sont construites au pays ne sont pas jolies. C'est-à-dire que, généralement, comme les gens sont dans la logique du moins cher, il va prendre son frère, son cousin, et il va lui dire « construis-moi ma maison ». Donc, il n'y aura pas une recherche d'esthétique. Généralement, il ne faut même pas appeler un architecte. Non, il ne faut pas appeler, non, jamais. Les architectes travaillent pour les grands projets. C'est terrible. Mais les particuliers qui construisent leur maison prennent des ingénieurs génie civil qui sont très carrés dans leur tête. Donc, toutes les maisons se ressemblent un peu, c'est un peu carré, ainsi de suite. Tu as de temps en temps des exceptions. Mais fondamentalement, il y a déjà ça. Mais derrière les finitions, comment toi tu fais en tant que quelqu'un qui fait finalement parce que au final quand tu fais on en a parlé un peu avant l'interview, mais quand tu proposes un plan à quelqu'un qui te dit oui c'est ce que je veux et que derrière il te confie l'exécution de ça, tu es confronté au fait que maintenant tu dois prendre des artisans qui doivent faire leurs preuves et s'ils échouent ça retombe sur toi. Donc comment tu fais pour gérer malheureusement j'ai envie de dire ça comme ça l'incompétence de beaucoup d'artisans? Alors, c'est vrai que dans mon métier, je propose aussi le suivi du chantier. C'est-à-dire que, mais ce n'est pas systématique dans tous mes contrats. Au départ, en fait, quand je concevais les projets des gens au Cameroun, en tout cas, je ne proposais même pas le suivi de chantier parce que quand je livre un projet, j'aime bien avoir une bonne relation avec le client. C'est-à-dire que ma première motivation, c'est que le client doit être satisfait du travail que je fais. Parce qu'un client satisfait, c'est plusieurs autres clients derrière. Ça, c'est ma base, c'est ma philosophie. Le bouche à oreille, c'est la meilleure des pubs. Meilleure. Donc, je ne voulais pas du coup me lancer dans un domaine que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire le suivi clairement des travaux, parce que je dépends des entreprises sur le terrain. Mais de plus en plus, j'offre le suivi de chantier parce que justement, je commence à me faire mon portefeuille d'artisans qui bossent bien. Parce que si tu dois engager, si tu dois mettre ta réputation en jeu, il faut que tu puisses aussi savoir ce que les autres vont faire derrière. Parce que s'ils font n'importe quoi, ben le client ne sera pas content et le client ne sera pas content de moi. Donc maintenant, ce que j'ai fait avec les projets qui me sont propres, quand je teste les artisans, c'est-à-dire par exemple si je veux qu'on me pose du carrelage, je fais venir peut-être 3 carreleurs, je leur demande voilà, je mets une pièce, posez-moi des carreaux quoi. Parce que j'ai remarqué que quand tu demandes les réalisations des gens, ils te ramènent en fait des réalisations des autres personnes. Mais je trouve ça tellement bête. Mais comment tu vas faire? Tu me proposes du carrelage tu n'as pas fait. Et quand je vais te tester, ben forcément, je vais voir que c'est pas bon. C'est pas grave, tu lui auras déjà fait une avance. Mais c'est une relation de court terme en fait. Les gens regardent court terme. Ils ne regardent pas long terme. Parce que, comme je dis toujours, un client satisfait, c'est 100 000 clients que j'aurai derrière. Donc, il faut absolument que ce client soit satisfait. Donc, moi, je les teste et puis je choisis celui qui est bon. Donc, c'est comme ça, au fur et à mesure, que je commence à me faire mon portefeuille d'artisans. Et j'ai déjà lancé des appels d'offres sur mes pages, sur ma page Facebook, pour demander en fait les artisans, venez me voir si vous voulez qu'on travaille ensemble, justement pour que je puisse tester ces personnes-là, me concevoir un bon portefeuille d'artisans que je pourrais proposer à mes clients, justement. Mais pour l'instant encore, je n'ai pas d'entreprise du BTP. Et pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets. Moi, je travaille en partenariat avec des entreprises du BTP parce que personnellement, je considère que chacun son métier, quoi. L'architecte, il fait les plans. Moi, je ne suis pas architecte. Maintenant, architecte d'intérieur et décorateur d'intérieur, on travaille sur l'intérieur. Et après, maintenant, les artisans du BTP, ils viennent réaliser ce qu'on a conçu. Je suis pour vraiment la spécialisation. Plus tu vas bosser en Afrique et plus tu vas te rendre compte que les gens ne raisonnent pas comme ça. Les gens sont plutôt dans la logique de je sais tout faire. C'est-à-dire que tout comme l'artisan qui ne sait pas faire va te dire qu'il sait faire. Pareil, quelqu'un qui fait de l'architecture d'extérieur va te dire qu'il est extérieur, intérieur, rénovation. Il sait tout faire. Bon. Mais c'est dingue. Alors, ça peut exister d'avoir un cabinet où on a toutes ces compétences. Voilà. Bien et sûr. que je recrute justement, que dans mon cabinet, justement. Bien sûr. Mais par contre, ce ne sera pas moi en fait. C'est-à-dire que je suis spécialisée dans un domaine. Moi, pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit oui, je viens d'acheter un terrain, je veux qu'on me fasse les plans de maison. J'ai dit, oh là là, moi je ne suis absolument pas architecte. Il faut aller voir un architecte qui va permettre de faire ça. Et moi derrière, je vais pouvoir travailler sur les plans de l'architecte. Parce que chacun son métier. Donc,
Ok, si plus tard j'ai envie de faire un grand groupe où je vais mettre par exemple le suivi chantier avec des entreprises de BTP, avec des architectes, avec l'architecture d'intérieur, ok, mais je vais choisir, je vais sélectionner les gens qui sont meilleurs dans leur domaine pour pouvoir bosser avec eux. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais le faire. Moi, je me concentre sur la partie création, sur la partie conception du projet de l'intérieur et après j'embauche les autres qui vont faire les autres postes, quoi, tout simplement. Super. Super. OK. Donc, du coup, effectivement, je tenais à ce qu'on parle un peu de ce challenge des artisans qu'on peut avoir. Ouais, et de la formation surtout. Comme tu disais, effectivement, que les gens ne sont pas formés, les plombiers, les électriciens, c'est compliqué en fait. C'est beaucoup sur le tas. C'est terrible. Ils doivent se former en fait. Parce qu'au Cameroun, on considère que la formation, c'est rien du tout. Comme on a vu le voisin faire, on va faire pareil, sans connaître les subtilités qu'il y a derrière, les questions que la personne s'est posées pour pouvoir le faire. D'où se former. S'il y a des formations qui sont ouvertes sur la plomberie, sur l'électricité, sur la peinture même, ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Surtout. Ça semble être basique et autres, mais c'est souvent très mal fait. Moi, j'ai un des gars avec qui je travaille qui s'appelle Aimé, il est en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, lui, par exemple, il est d'une rigueur qui est déconcertante. Moi, j'aime des gens comme ça qui sont très rigoureux. Il dit quand il veut évaluer par exemple un carreleur, il prend une pièce d'argent et il la lance. Si la pièce bloque, bah oui, c'est qu'un carreau qui dépasse. Tu l'enlèves, tu recommences. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce niveau de rigueur qu'il faut avoir. Parce que les gens, ils trichent parce que bien souvent, soit ils ne savent pas s'appliquer, soit ils partent du principe que de toutes les façons, ça va passer. Oui, le niveau tu de vas t'énerver c'est bas. peut-être, mais ça va passer. Voilà. Mais quand tu vas commencer à recommencer à quelqu'un le travail, le virer 2, 3, 4 fois, tu vas te faire ta réputation. Les gens vont savoir qu'avec lui, soit tu bosses bien, soit c'est pas la peine de venir. Parce qu'il va toujours te démasquer autre. Et justement, j'étais parce que il me disait, moi, c'est après avoir changé 10 personnes que j'ai trouvé un bon carreleur. Mais oui 10 personnes. Mais je ne sais pas pourquoi on ne vit pas. Mais oui moi, j'ai viré quelqu'un sur la peinture, il m'avait fait n'importe quoi. J'ai dit, il faut absolument que je cherche quelqu'un. On dit, Linda, tu vas perdre du temps, c'est compliqué. J'ai dit, non, laisse, je perds mon temps. Je vais voir un deuxième, un troisième, jusqu'à ce que ça soit au niveau de rendu que je souhaite, en fait. Et ça, tu vois ça dans plein de maisons. Parfois, tu vois des gens qui ont investi. Quand tu viens dans le bien, tu sens que la personne a investi une fortune pour construire son bien. Mais tu vois de la peinture qui déborde sur les carreaux. C'est tellement évident que même moi, je ne suis pas peintre. Tu protèges ton truc. Oui, tu mets de l'adhésif. Tu protèges ton truc, tu mets de l'adhésif. Moi, je ne suis pas peintre. Mais tu moi, sais qu'il faut protéger. Mais là, maintenant, il ne protège pas. Et il te déborde de tous les côtés. Bref, Linda, on arrive au terme. Est-ce que tu aurais un conseil, une dernière peut-être chose que tu veux dire aux gens qui suivent l'interview là et qui, comme toi il y a quelques années, sont peut-être dans cette phase de doute, c'est-à-dire ils ont quelque chose à cœur, ils veulent réaliser quelque chose, mais ils se disent, quand ils regardent peut-être les conséquences financières et autres, ça va être chaud et autres, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? C'est des gens qui peut-être devraient sauter le pas, franchir, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ouais. Ce que j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes en pleine reconversion professionnelle ou bien si vous ne vous sentez pas bien dans votre poste actuel, il faut vous dire qu'il y a des solutions aussi. Déjà, il faut voir ce qui vous passionne. Personnellement, je pense que quand on travaille, c'est-à-dire qu'on vit de sa passion, on n'a pas l'impression de travailler. Donc, choisissez vraiment quelque chose qui vous passionne. Parce que quand ça sera dur, quand les épreuves seront compliquées, la passion, là, le fait que vous aimez déjà ce métier-là, vous allez pouvoir bosser durement. Donc, une fois que vous avez déterminé ce qui vous passionne, il faut vous former. Il faut vous former parce que la formation, elle est hyper importante. On ne se lève pas le matin, on dit bon, parce qu'on a vu le voisin faire telle ou telle chose, on va juste copier. Non, la formation vous donne vraiment des bases théoriques, techniques et pratiques qui vont vous aider finalement à faire le métier pour lequel vous souhaitez. Donc, renseignez-vous, ça peut être au Cameroun, ça peut être ailleurs. Il y a des formations aussi à distance. Donc, que vous vouliez devenir architecte d'intérieur, plombier, électricien et j'en passe, formez-vous d'abord. Et aussi, focalisez-vous sur la famille parce que la famille, c'est-à-dire votre noyau dur, c'est ce noyau dur qui va vous aider aussi à vous surpasser. C'est ce noyau dur qui va vous aider quand ça sera compliqué, qui vont vous motiver. Donc ça, c'est important aussi. Donc si vous voulez faire de l'architecture d'intérieur, venez chez Concept Linda Déco. Moi, je forme. Oui, parce qu'effectivement, tu fais de la formation. Je fais de la formation, exactement. Merci beaucoup, Linda, d'avoir pris le temps de nous partager ton parcours. Des histoires comme la tienne font plaisir, elles sont rafraîchissantes et ça permet aux gens de se rendre compte qu'on peut, rien n'est fermé, tout est possible, il faut s'en donner les moyens, il faut se préparer, il faut se former,
Mais après, derrière, on a une infinité de possibilités. Exactement. Merci beaucoup, Linda. Je t'en Et prie. à très bientôt. À très bientôt. Merci Philippe Merci de à m'avoir toi. reçu. Merci. Ciao. Ciao.